Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Éléonore de Staël, une passionnée au sourire communicatif qui a dû se battre pour réaliser son rêve, devenir parfumeuse. Ses parents sont d'abord sceptiques et la poussent vers une école de commerce. Moi, j'ai été plutôt encouragée à sourire et à rester dans le cadre. Pourtant, son rêve de devenir parfumeuse ne la quitte pas. Armée de résilience, elle ne recule devant aucun obstacle pour concrétiser ses aspirations. C'est un milieu très fermé et y accéder, ça demande de la résistance, de la résilience, de la persévérance. Malgré un nombre très limité de places, elle intègre le prestigieux Institut de parfumerie de Grasse, où de grands parfumeurs vont la prendre sous leur aile. Après avoir collaboré avec un prix pour le parfum Indigo, Éléonore est maintenant parfumeuse indépendante, passionnée par les fragrances naturelles. Comment a-t-elle réussi à se faire une place dans le petit monde du parfum ? Quels sont ses secrets pour cultiver un état d'esprit positif et combatif ? Comment concilie-t-elle création et entrepreneuriat ? Je t'invite à découvrir ma conversation sans filtre avec Éléonore de Staël. Bonne écoute. Coucou Éléonore. Coucou Margot. Alors merci d'avoir accepté mon invitation et de nous accueillir dans ton atelier où la magie se crée. Alors avant de te présenter et de te demander de te présenter, j'aimerais juste savoir comment ça va. Ça va super bien. Ouais. Ouais. C'est Ok. les fêtes de fin d'année qui arrivent et de beaux projets qui se terminent. Donc c'est une phase assez réjouissante. Ok, bon, génial. Donc avant de te demander pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas de te présenter avec tes mots, j'ai une petite surprise pour toi. D'accord. Hello, un petit mot ce matin pour te dire à quel point je suis fière de toi, de tout le travail que tu as accompli jusqu'à présent. Tu as dû faire face à de nombreux obstacles, car oui, la vie entrepreneuriale n'est vraiment pas évidente avec ses up and down à chaque instant. Tu as toujours su te relever pour arriver jusqu'au bout de ton rêve, dont tu me parles depuis tes 10 ans sur les bancs du collège, malgré les nombreux obstacles que tu as traversés. Tu es vraiment un exemple pour beaucoup d'entrepreneurs et c'est important de le souligner car tu es une vraie battante. Je suis si fière de toi aujourd'hui car tu as su aller jusqu'au bout de ce rêve. Rien n'est impossible. Je t'embrasse, Camille. Oh. Super touchant. Bah oui, bah en fait, on voulait te faire une petite surprise et demander à des amis proches de te décrire. Je trouve que c'est une jolie entrée en matière. Et j'ai aussi une autre personne qui a un message pour toi. Coucou Margot. Dis, c'est très intéressant d'avoir invité Éléonore dans ton podcast. Pour moi, en effet, elle incarne parfaitement l'image du point posé sur la table. Tu sais, elle fait de ses forces ses faiblesses et de ses faiblesses ses forces. Enfin, d'ailleurs, avec elle, il n'y a plus vraiment de force ni de faiblesse, il y a simplement une personne entière, sensible, puissante, enfin, pleinement dans le cœur et en même temps pleinement dans sa posture de reine, tu vois, qui affirme sa place, son talent, son intelligence. À mon sens, elle représente vraiment la société de demain, celle dans laquelle on peut être tout et son contraire, dans laquelle on peut accueillir toutes les parts de soi en pleine authenticité et les faire rayonner. En tout cas, je pense que cette discussion va être super intéressante pour comprendre les valeurs profondes que l'on peut incarner dans le monde. Alors, je vous souhaite une bonne discussion et à vous autres, une bonne écoute. Agathe Jacquinet, avec qui du coup tu as travaillé sur une belle gamme de parfums pour sa Ouais. marque Agdalogie. Et aussi, c'est grâce à Agathe que je te connais. Donc, Ouais. Et donc voilà. c'est la confiance. Je pense que le mot qui décrit notre relation, c'est ça. Ouais, je suis très émue aussi parce que c'est vrai que c'est assez magique notre rencontre avec Agathe et ça dure. Et ce qu'elles t'ont dit, ça te parle ? Tu trouves qu'elles t'ont bien décrite ? Oui, je m'attendais pas à une description aussi juste. C'est drôle parce que parfois on a l'impression de renvoyer une image qu'on maîtrise pas du tout en fait. Et c'est dingue parce que c'est exactement sur le tout et son contraire. J'ai un attache avec l'Inde où j'ai eu des relations amicale forte à Grasse avec une personne indienne et il y avait ça, le fait de pouvoir dans la même phrase dire le tout et son contraire et que ce soit juste. Bah, écoute, on va explorer tout ça ensemble. Donc, passer la surprise de ces petits messages, j'aimerais te demander de te présenter avec tes mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas déjà. D'accord.
Je suis Éléonore, je suis créatrice de parfums. Effectivement, je vis mon rêve d'enfant et je suis, très heureuse d'être là. Je pense que pour me décrire, il faut parler de joie, il faut parler d'enthousiasme et de confiance et de tout l'amour que j'ai dans mon quotidien et dans la passion, que je vis. Voilà, c'est comme ça que je me décrirais. Une passionnée. Passionnée. Ok, bon bah génial. Avant donc un peu d'explorer cette facette de ta personnalité, j'aimerais remonter un peu dans le passé et te demander quel type de petite fille tu étais. Alors, j'étais une petite fille, pleine de vie, toujours partante, très, très joyeuse, extrêmement souriante. Comme tu l'es encore aujourd'hui. Oui, c'est pas parti. Et donc, mes parents me décrivaient comme très facile. Voilà. Est-ce que tu avais des passions petites? Des rêves? Est-ce que tu savais déjà, enfin, tu avais déjà un rêve ou pas du tout? En fait, moi, mon rêve, c'est très vite présenté à moi. Le parfum, hein, donc les odeurs, ça a été tout de suite, très jeune, une source de vie, une raison de respirer, une raison d'être presque. Aujourd'hui, j'ai vraiment ça. C'est pour ça que je me lève, c'est pour ça que je vis et je pèse mes mots en disant ça. Et oui, donc j'avais ça dans le cœur je disais que je voulais être avec les odeurs. Je voulais vivre avec les odeurs. Est-ce que tu as eu un choc olfactif, une première, une première odeur peut-être qui t'a créé cet électrochoc ou cette passion? Alors ça s'est fait dans la difficulté, j'ai pas une enfance très simple et je dirais que les odeurs m'ont sauvé la vie. Et donc ça a été une ressource pleine, complète, qui faisait sens, qui faisait raison d'être. Les mots peuvent paraître complètement philosophiques, mais c'est très empreint de réalité et de matérialité. L'odeur la plus puissante pour moi était l'odeur de la lavande dans une salle de bain et j'étais complètement projetée dans l'odeur de la lavande. Et c'est ce choc olfactif, cette ressource olfactive plus que choc, m'a clairement permis de continuer à avancer. Et pour toi, tu dirais que les odeurs sont intimement liées à des souvenirs, à des émotions? Ouais, elles sont un écho, elles sont une matérialité du passé. Elles permettent de retourner à un état émotionnel, à un état plus qu'émotionnel, c'est un état d'être. Et j'aime d'ailleurs recréer ces états d'être et de façon à ce que dès qu'on sente le parfum, on se replonge dans cet état, même si on traverse des choses délicates, difficiles ou voilà, un petit stress du quotidien et hop, on sent et tout de suite, ça apaise. Donc j'aime cette approche du parfum qui vient nous réancrer finalement. Waouh! Génial. Bon, j'ai encore plein de questions à te poser, j'ai plein de questions à te poser sur le parfum, mais je vais encore, explorer un tout petit peu plus, le domaine, de tes rêves quand tu étais plus petite. Est-ce que tu avais un rôle modèle? Genre une personnalité qui t'inspire et qui a été un peu pour toi un peu, voilà, ce point de mire, cet objectif à atteindre? Quand j'étais vraiment petite, je dirais que c'était ma grand-mère paternelle, qui était mannequin et donc elle avait une prestance, une élégance incroyable et on avait une relation de femme à femme qui s'est construite au fur et à mesure. Donc toute petite, j'aimais énormément être avec elle parce qu'elle était très cultivée, elle m'emmenait toujours au musée, elle faisait très attention à ce que la façon dont je pouvais m'exprimer ou comment je nourrissais mon intellect et
Et puis progressivement, avec l'adolescence et l'âge adulte, on a eu une relation de plus en plus vraie, authentique et réellement, oui, de femme à femme. Donc ça a été c'est quelqu'un, même si elle n'est plus là, qui est très important pour moi. Est-ce que elle avait un parfum en particulier? Oui, oui, elle avait des parfums puissants, laissait son empreinte, évidemment, olfactive. Donc elle portait Opium d'Yves Saint Laurent. Bien Voilà. sûr. qui ne laisse pas indifférent. Et puis plus tard, elle a porté Angel de Thierry Mugler. Ok. Donc tu as quand même des parfums forts qui ont parsemé ton enfance aussi. Ouais. Et d'ailleurs ici, c'est son fauteuil et il y a Opium d'Yves Saint Laurent dedans. Oh, C'est mon waouh. petit Ok. Bon, mausolée. c'est trop chou d'avoir ça. Canon. Est-ce que tu dirais que on t'a encouragé à prendre des risques? T'étais plus jeune. Est-ce que je dirais ça? Non, 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 non. C'était plutôt reste dans le rang. Je viens d'une famille où il y a une différence intrinsèque d'éducation entre filles et garçons. Et donc non, moi j'ai été plutôt encouragée à sourire et à rester dans le cadre. Être la petite fille sage. Oui. Ok. Oui. Je pense que c'était bien que je sois plutôt facile. Est-ce que y a eu quand même comment dire? Je trouve que c'est pas facile, en tout cas, quand je vois ton parcours aujourd'hui, tu es quand même aujourd'hui parfumeuse indépendante. Donc quelque part, tu as pris ton envol, voilà, ton indépendance. Et c'est quand même une part un peu de rébellion justement pour par rapport à cette éducation plutôt rangée où on t'a pas forcément, comme tu dis, donné peut-être les armes pour te lancer. Tu penses que tu as trouvé où cette force pour justement te lancer en tant qu'indépendante? Alors, le rêve est très fort. Donc, comment je pourrais décrire ça? En fait, on m'a laissé rêver pendant très longtemps. Parce que c'était mignon, parce que, voilà, il y avait, comme le disait Camille, je nourris ce rêve depuis très longtemps. Et je l'ai rêvé jour et nuit pendant je ne sais pas combien d'années, 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Même, ouais, c'est ça. Et donc quand on m'a dit: «Bah non, finalement, tu n'iras pas dans cette direction», heu, moi très sagement, j'ai laissé tomber. Mais en fait, j'avais eu tellement de temps pour le nourrir qu'en fait, il avait pris une grande place. Et la deuxième chose aussi, c'est que mon père est quand même entrepreneur et je voyais que lui, ça marchait. Même si il fallait que je me donne l'autorisation en tant que fille, en tant que femme de le faire. Ça, c'était encore autre chose. Mais oui, j'étais inspirée aussi par la façon dont mon père faisait carrière. Ouais, donc tu dirais tu as quand même cette figure finalement d'entrepreneur dans ta famille. Mmh. Est-ce que tu dirais que tu t'es donné l'autorisation parce que tu avais cette passion verrouillée au corps et qu'il était impossible pour toi de ne pas réaliser ton rêve? C'est ça, c'est ça. Et puis j'ai cherché autre chose. Et en cherchant autre chose, j'ai vu la comparaison entre la façon dont je m'animais quand j'étais avec ce rêve et la façon dont je m'éteignais quand je pensais à autre chose. Donc, quand je faisais autre chose, j'ai fait des stages ailleurs, dans d'autres domaines d'activité qui auraient pu me passionner. J'étais très attirée par le monde du spectacle et les concerts et je m'étais dit: «Ah bah, je vais aller dans cette direction-là parce que ça me passionne aussi». Mais ça me faisait pas du tout vibrer de la même manière. C'est beau les mots que tu emploies. J'adore la lumière, la vibration, il y a quelque chose de fort effectivement. Finalement, quand on est aligné, on a une sorte de vibration intérieure sur laquelle on peut pas se tromper en fait. C'est ça qui est beau. Donc aujourd'hui, tu es née indépendante. Tu as créé des parfums pour de nombreuses maisons. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit juste avant en disant que finalement, on ne t'a pas guidée sur cette voie. Est-ce que tu peux peut-être m'expliquer un peu? Donc finalement, tu n'étais pas prédestinée à finalement suivre ta passion?
Pas du tout. Pas du tout. Non, non, même on me disait, mais puis même, je crois qu'autour de moi, ils s'attendaient. Enfin, je le sais parce que pour en avoir discuté, ils s'attendaient à ce que dès les premiers temps, ça me dégoûte en fait, que je sois pas à l'aise dans un laboratoire, parce que je connaissais pas le monde du laboratoire, j'étais pas du tout scientifique. C'était loin de moi. Il y avait Oui, la parfumeuse n'est pas dans un champ à respirer, sentir les fleurs. Oui, et puis autour de moi, on me disait mais parisienne, personne dans le parfum autour de toi, t'as jamais été à Grasse, tu connais rien aux plantes, comment, enfin, il y avait vraiment, quand on prend de manière très cartésienne le schéma, je remplissais rien, aucun critère. En même temps, si t'étais jeune et sans expérience, c'est un peu normal de partir de zéro, non? Donc en gros, on t'a Ouais. pas encouragé, quoi. On t'a plutôt dit que c'était pas ta place, en tout cas. Oui, on m'a dit attention, attention, attention. Ok. Et donc après le bac que tu as eu, j'imagine, Oui. dans quelle voie tu t'es lancée dans un premier temps? Bah, en fait, j'avais des idées, je les confrontais autour de moi et à chaque fois je me disais: «Bah, en fait, ça me passionne pas». Donc j'ai simplement, j'étais pas trop mauvaise, donc j'ai fait un choix de cœur quand même. Je voulais sortir un petit peu de mon microcosme et donc j'ai choisi une école où c'était très ouvert et c'était, Une école de commerce? une école de commerce qui n'était pas une école de commerce, voilà, classique, où c'était en fait ouvert aux ZEP à l'époque. Et donc c'était melting pot, plein de cultures, plein de gens différents et autour du sport. Et moi, je faisais beaucoup d'escrime. Et donc, ils avaient un espace d'escrime et il y avait vraiment du sport dans le programme scolaire. Et ça m'animait. Je me suis dit, ça va être pour moi. Je vais trouver un lieu où au moins j'aurai un écosystème qui va me plaire. Génial. T'as Ouais. commencé quand l'escrime? J'ai commencé l'escrime, je crois que j'avais 9. Ah oui! Ouais. Donc c'était. Est-ce que tu dirais que c'est une passion? C'est une passion, l'escrime, ou plutôt un J'aime. passe-temps? C'est pas une passion, c'est un endroit où j'ai pu m'exprimer. Euh, j'ai pu, ouais, j'étais bien, j'ai trouvé des copines, j'aimais beaucoup y aller et c'était un endroit où j'avais aussi une activité avec mes frères. D'accord, ok. Donc même si j'étais une fille, j'étais avec les garçons. Et ça m'a permis aussi de sortir des cours de danse que je faisais à côté. Ah oui, tu faisais aussi de la danse. Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu apprécies dans la pratique de l'escrime, mis à part le lien avec les autres, effectivement. J'ai adoré, et d'ailleurs j'ai continué à en faire. Je me suis réinscrite à la salle d'armes Cette année? l'année dernière. L'année dernière. Waouh, trop bien. Oui, Hein. oui, j'aime beaucoup ça. Je reconnais que j'aime beaucoup ça. En fait, j'aime tout comment dire, le fait, il y a un peu une transformation. On met le masque et d'un coup, on est c'est hyper cadré, c'est très, comment dire, il y a Codifié? des codifiés et il y a une gestion de la distance et de l'instant et qui me plaît beaucoup, beaucoup. Et, euh, et je sais pas, il y a une intensité qui me plaît énormément. En fait, c'est un sport où l'objectif, c'est de toucher des zones. Moi, j'avoue, je connais Mm. très mal les règles de l'escrime. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à toucher certaines zones du corps Ouais. de l'autre personne Oui. sans prendre des coups, j'imagine. Enfin, du coup, on prend pas vraiment des coups parce que j'imagine que ça fait pas mal, non? Si ça fait Ça mal. fait mal? Si, Ah oui, ça c'est vrai? fait mal. Si, c'était, ouais, si, j'avais mon coup de bleu quand même. Ah Ouais, ouais. non, bah oui, il y a les lames, hein, donc oui, c'est pas le sport tranquille, mais je sais pas, j'aimais énormément ça parce qu'en fait, ça se jouait avec une finesse de et de puissance. Il y avait une vraie intensité, c'est-à-dire qu'en fait, on reste très longtemps en espèce de suspens et d'un coup, il faut toucher. Ok. Et donc ça, j'aimais bien. Et puis, je sais pas, il y avait
Je sais pas, je me sentais très à l'aise derrière mon masque, armée, puissante, combattante, j'aimais bien. Des mots qui me parlent. Voilà. Ah, c'est canon, j'adore effectivement le côté de finalement devenir un autre que soi et C'est du dépassement. dépassement de soi. Et puis en même temps, je pense ce côté, il y a aussi une histoire de défouloir aussi, mêlée à de la précision quelque part peut-être aussi. C'est pas Zorro, quoi. Ouais, C'est très cadré. Ah, c'est génial. Canon. Bah écoute, je ne savais même pas que tu faisais de l'escrime, donc je suis ravie que tu aies pu nous en parler un petit peu plus. Donc je reviens juste sur le sujet donc des études. Donc tu es dans cette école de commerce qui te permet de pouvoir continuer l'escrime. Est-ce que, comment finalement, aujourd'hui tu es parfumeuse, donc quel cheminement tu as emprunté à partir de ce moment-là? Alors, j'ai donc mes parents, pour ne pas les nommer, donc voilà, ils m'ont dit c'est une mauvaise idée. Donc je les ai écoutés et me suis inscrite en école de commerce. Et puis en école de commerce, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui était là pour nous guider sur nos chemins, pour comment faire carrière. C'était ça le nom du cours. Waouh, Comment faire carrière. c'est un programme. C'était ouais. Et elle était géniale, très humaine, très exigeante. Et en fait, elle nous avait donné un conseil que j'ai gardé, qui était vous faites votre premier stage. Donc après, à la fin de la première année, vous vous posez une fois que le stage est fini et vous vous posez la question est-ce que c'est un endroit où je me vois vivre, évoluer. J'ai écouté. J'ai fini mon premier stage qui n'avait mais rien à voir. J'étais dans vous avez rigolé. Je faisais de la customisation de véhicules. Donc, c'est-à-dire... Ah oui. C'était Coca-Cola qui voulait un bus à l'effigie Coca-Cola. Et nous, on faisait ça, en fait. Et moi, j'étais assistante commerciale dans cette entreprise-là. Et j'ai rencontré une de mes meilleures amies aujourd'hui, d'ailleurs. Très rigolo comme expérience. Première expérience. Donc, je me pose et je peux te dire où j'étais. Quand est-ce que je me suis posé la question? J'étais sur mon lit en tailleur. J'ai pris le temps et je me souviens très très bien de ce moment parce que je me suis dit, ok, ça t'a plu, mais sans plus. Enfin, c'était sympa, il y avait une chouette ambiance, t'as appris plein de trucs, mais est-ce que c'est ça que t'as envie de faire? Je me suis posée, mais vraiment, je m'en souviens, mais comme c'était hier, et là, je me suis dit, bah non, moi c'est le parfum. Si je suis vraiment sincère avec moi-même, c'est le parfum. Mais il va falloir, parce qu'on m'avait un peu expliqué, il va falloir passer par les L'Oréal, les grands groupes, où c'est pas forcément l'endroit où je rêvais d'aller. Donc je prends mon courage à deux mains, je vais voir mes parents, et je leur dis, bah voilà ce que je pense. Je pense que le parfum, ça reste primordial et premier pour moi. Et je me souviens de la réaction de ma mère qui a dit, oh non, oh bah non. Parce qu'est-ce qui lui faisait peur, tu penses? Bah, c'est un mouchoir. Enfin, je le vois aujourd'hui. Je m'y suis confrontée. C'est un milieu très fermé. Il y a très peu de place, très peu d'élus. C'est minuscule. Vraiment, c'est minuscule. Et y accéder, ça demande du talent, du réseau. Non, de la résistance, de la résilience, de la persévérance. Je pense que c'est surtout ça. Et le point de départ, c'est évidemment la passion, l'envie, le talent. Mais c'est surtout la résistance. Et là, après ça, ils ont eu un très beau cadeau pour moi. Ils s'étaient concertés, donc mon père et ma mère. Et ils s'étaient dit, bon, son rêve, il est toujours là. Mince, on n'est pas très contents. On n'a pas réussi à l'éliminer. On n'a pas envie d'être les personnes qui brisent son rêve. Donc, ils m'ont dit, on te promet absolument rien, mais on va en parler autour de nous, voir ce que les autres autour disent. Nos amis. Et en fait, ils s'attendaient pas à ça, mais ils se sont rendus compte que il y avait toujours un ami d'amis qui connaissait un nez, parce que c'est un métier, en fait, qui reste en mémoire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à un dîner complètement hallucinant, où finalement des amis d'amis de mes parents ont ouvert leurs portes pour qu'on vienne tous les trois rencontrer un nez. Et c'était Bertrand Duchaufour, né
exceptionnel de l'artisan parfumeur. Moi, je savais même pas où je mettais les pieds. Je me souviens, mais de tout de la maison juste avant, à quel point j'avais peur avant de rentrer. J'avais 18 ans et demi, 19 ans. Et j'étais pétrifiée. Waouh. Et je me suis retrouvée dans ce dîner, donc bizarre en fait. Et j'ai découvert au fur et à mesure. Donc lui est né, il est toujours parfumeur, et son ex-femme aujourd'hui était évaluatrice parfum chez Givaudan. Givaudan, pour Ouais. ceux qui connaîtraient pas, est-ce que tu peux juste décrire Le numéro ce que 1 c'est mondial de la parfumerie et de l'alimentaire. Donc des postes exceptionnels. Et donc ils m'ont regardé un peu de loin en se disant oh là là, encore une, je pense. C'est vrai, Ouais, tu ouais. penses? Oui, ils m'ont dit attention, attention, attention. Mais ils t'ont été quand même bienveillants ou... Très bienveillant. Très très bienveillant. Ils t'ont donné des conseils pour justement que tu Oui. puisses te lancer Oui. dans ces... Parce que j'imagine qu'il fallait faire des études, Oui. du coup, pour y parvenir. Oui. Donc, est-ce qu'ils t'ont conseillé des études que tu as suivies par la suite ou pas du tout? Absolument. Absolument. En fait, il s'est passé, j'ai eu encore deux beaux cadeaux juste à la suite de ce dîner. Le premier, c'était d'avoir la chance d'aller voir le laboratoire en face du Louvre à l'époque de Bertrand, avec mes amis d'amis de mes parents. Donc on a été reçus. J'ai été reçue avec eux. Tu vas être content aussi. Oui, ils étaient ravis. Ravis. C'était exceptionnel comme moment. Donc j'ai eu... Et là, quand je suis allée à cet endroit-là, j'ai jamais été aussi... Enfin, ça a été un moment... pareil, c'est un souvenir puissant, ressource. Et deuxième beau cadeau, c'est qu'ils m'ont expliqué comment je pouvais y arriver. Et ils ont surtout été très bienveillants parce qu'ils m'ont dit, en fait, il faut que tu testes ta résistance, donc tu vas finir ton école de commerce. Ah ouais. Voilà. Et j'étais en première année. Ah oui, effectivement. Et ils m'ont dit, on se reparle quand t'as terminé ton école, si t'as toujours envie. Avec du recul, tu penses que c'était un bon conseil? Meilleur conseil. Meilleur conseil. Et ils m'ont dit, tu vois ce que tu peux faire pour mettre tes expériences au service du parfum. Et en fait, moi, j'ai pas lâché. Donc, tous les ans, je leur écrivais où est-ce que j'en étais, ce que je faisais. Et t'as fait des stages dans l'univers du parfum en parallèle Oui, en parallèle de l'école de commerce, j'ai, grâce à un babysitting, j'ai rencontré, on trouve un peu partout, la maman, a travaillé très longtemps chez Christian Dior. Et à force d'y aller, je disais moi, je rêve de ça. J'ai fini par avoir un entretien d'embauche avec elle pour voir un peu mon parcours sur un canapé. C'était aussi très étrange comme moment. Où elle me dit bon ok, qu'est-ce que tu veux faire? Et elle m'a dit tu vas commencer par le bas, c'est-à-dire que tu vas aller en magasin. J'ai dit mais oui. Et donc pendant en fait les 4 années qui sont suivies, j'ai travaillé en boutique. Et donc j'étais, c'est là où un petit job étudiant c'était de l'intérim. C'était de l'intérim, un peu comme on peut être hôtesse d'accueil. Et ben moi j'étais pour Dior, Chanel ou d'autres marques, Carven, enfin d'aller vendre les parfums. Donc j'étais formée par la marque sur le parfum. Génial. Et j'allais 2 jours vendre des parfums. Et ça s'est très très bien passé. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir une connaissance olfactive, parce que quand j'étais chez Sephora, Marionneau, en fait, je passais mon temps à prendre les parfums. Donc j'ai commencé à mémoriser. Et dans un environnement saturé, d'apprendre les parfums, ça fait travailler ce que j'allais dire. Le nez. T'étais tellement assaillie d'odeurs différentes que d'arriver à vraiment apprécier chaque parfum pour ce qu'il est, ça doit être effectivement un travail fou, quoi. C'est génial. Donc, en fait, finalement, t'as un peu travaillé ton nez. J'imagine pas forcément en autodidacte, parce que t'as dû avoir quand même accès à des programmes de formation, des différentes peut-être marques, etc. Mais c'est dingue, ça. Ok. En fait, les gens qui m'ont appris, c'est pas forcément les marques, c'est les gens sur place, c'est les conseillers de vente. Ah oui. Ils connaissent parfaitement les parfums. Et je leur disais, moi, j'ai tel client, il veut ce type d'odeur. Et ils m'emmenaient.
Et il m'apprenait. Il dit, ah bah là, tu veux une fougère, tac, tac, tac. Et il me faisait parce qu'en fait, les marques, elles vont te former à leur marque. Mais quand tu es en boutique, tu as toutes les marques à ta disposition. Donc, il faut que tu saches, ce parfum, il est disponible là, là, là. Ce type de... T'as ton jasmin, tu vas en avoir plusieurs sortes. Tu veux un ambré floral, ben, il y en a un chez Dior, il y en a un chez Saint-Laurent, et il y en a un, j'en sais un chez Escada. Donc, Comme une bibliothécaire, finalement, Ouais. mais avec des c'est parfums. exactement ça. C'est très joliment dit. Oui. J'aimerais un roman d'aventure qui finit bien. C'est ça. C'est Ok, vrai. magique. Donc tu as finalement continué à nourrir ta passion pour le parfum et à apprendre grâce à ces missions d'intérim. Arrive la fin de ton école de commerce, qu'est-ce qui se passe? Alors, à la fin de l'école de commerce, donc Bertrand Duchaufour m'avait dit, t'as plusieurs options. Donc, soit t'arrêtes ton école de commerce et tu pars en études, mais t'as pas fait S à l'époque, donc scientifique. Donc, tu ne peux pas rentrer à l'ESIPCA, qui était l'école un peu, institution. La numéro 1 Oui, il y a 3 écoles, en fait. Vraiment un peu statutaire, on va dire. C'est lesquelles? Donc, ISIPCA à Versailles. Oui. Ensuite, il y a l'ESP, École supérieure du parfum. Donc, moi, il me l'a recommandé, mais il m'a dit, on n'a pas encore d'étudiants qui soient sortis puisque ça vient d'être créé. Donc, on ne sait pas sur le marché du travail ce que ça donne. Et ensuite, il y a le Grasse Institute of Perfumery, qui est à Grasse et qui se fait après ton école de commerce. Donc, j'ai choisi l'option, je finis mon école de commerce et je pars à Grasse. T'as présenté les 3 quand même ou pas? Non, pas du tout. Le SP, en fait, c'était aussi assez coûteux. J'avais pas du tout les finances pour. L'ISIPCA, je pouvais pas rentrer parce qu'il fallait que je repasse un bac S, ce que je pouvais pas T'avais faire. fait un bac ES, économie et sociale. Ils sont vraiment fermés, dis-moi. C'est le parfumeur, en fait, est scientifique, qui fait une licence de chimie. Ensuite, il est intégré à l'ISIPCA et après, il rentre dans des laboratoires des maisons de composition. Oui, il n'y a pas de remise à niveau possible. Non. Donc alors, il faut quand même des bases en chimie. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Et puis, après ta licence de chimie, tu n'es pas du tout sûr d'être sélectionné pour être dans le cursus parfumeur. Parce que c'est très peu de place. Et moi, je me dis, je rêve d'aller près des plantes. Je rêve d'aller à Grasse. Donc, très bien. Soit. Ainsi soit-il. Donc, je nourris le rêve. De manière très naïve, hein, parce que j'ai su, pratiquement au moment de déposer ma candidature, qu'il n'y avait que 2 places. De disponibles? De français. Waouh. Est-ce que c'est des promos de combien? De 12. Ah oui. Ok. Voilà. Donc, Ah ouais, ok. je pense que si on m'avait dit, j'aurais peut-être pas fait. Ouais. Enfin, ou si, j'aurais fait, mais peut-être différemment. Là, je l'ai fait, mais que au rêve et à la passion, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait, quel dossier il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait montrer? Alors, déjà un niveau d'anglais, puisque toute la formation est en anglais. Moi, j'avais séjourné dans le cadre de mes études en Suède et j'avais appris l'anglais, donc c'était ça allait. Ils demandaient pas forcément d'avoir une capacité à sentir importante, puisqu'ils étaient là pour nous apprendre. Ils voulaient vérifier notre culture parfum, notre réseau dans le parfum. Ah oui, ça c'était valorisé, c'est dingue. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, honnêtement, c'est très bienveillant parce que il faut qu'on puisse à la sortie avoir un emploi et ils savent très bien comment ça fonctionne. C'est sans réseau, ça passera pas. Donc il faut voir ils essayaient de chercher à savoir à quel point on était déjà, on avait commencé en fait. Et je me suis retrouvée comme ça à faire une liste de gens que je connaissais. C'était très très étrange. Avec les numéros de téléphone en disant vous pouvez les appeler. Ah oui, c'est Ouais. vrai, une liste de recommandations. Des recommandations. Waouh. Ouais. Et du coup, tu penses que la différence, elle s'est faite sur quoi? Sur ta personnalité, sur ta connaissance, ta passion? J'ai eu en fait, donc déjà j'étais là, j'étais tellement motivée quand j'y repense. J'ai postulé pratiquement 1 an et demi avant, même plus, avant le début des cours. Donc en fait, j'étais la première à postuler pour cette année-là. Ok. J'arrive. Je suis déjà là, je suis prête. J'ai passé un entretien tellement tôt
j'ai dû attendre qu'il y ait un autre candidat pour passer en même temps, pour pas trop solliciter le parfumeur, parce que c'est vraiment très 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 personnalisé, hein, donc j'avais fait tout un dossier que j'avais envoyé. Ce dossier ensuite est sélectionné ou non, et après ce dossier, on passe un genre de concours d'entrée où il y a un entretien avec un parfumeur, un entretien avec les équipes de formation, un test olfactif, un test culture générale parfum, une formule à faire, enfin de parfum, Ok. un peu de maths, un peu de voilà, c'est assez complet. En fait, je me suis sentie tellement à ma place quand j'ai rencontré le parfumeur. J'ai été tellement à ma place. C'est-à-dire qu'on a eu un moment de partage que j'ai adoré. Et lui, ça a été mon professeur de création. Et c'est quelqu'un avec voilà que j'admire énormément, qui nous a transmis avec un partage fort, une générosité incroyable, sans savoir. Ok, super. Bah, bravo. Et combien d'années tu es restée dans cette école? C'est très court. C'est une formation professionnelle, donc c'est destiné à des professionnels. Donc aussi, c'est pour ça qu'ils nous demandent notre notre background, enfin d'où on vient et ce qu'on compte faire, quelles sont nos intentions. Et et donc ça dure 1 an et demi. C'est très Ok. court. Donc moi j'avais déjà fait 5 ans et donc j'ai fait 1 an et demi et c'est démarré en janvier, j'avais fini en septembre. Donc entre deux, j'étais déjà à Grasse pour faire un stage dans une maison de parfumerie, de parfum. Ok. Et à l'issue de tes études, tu avais un rêve. Est-ce que tu voulais rentrer dans une maison de parfum en particulier? Non, pas du tout. On parlait des rôles modèles tout à l'heure. Dans le parfum, j'en ai plusieurs et le premier, c'est Edmond Ronitska. Edmond Ronitska, c'est le parfumeur de la maison Dior. Et c'est le premier parfumeur indépendant. Et en fait, quand je regarde à aujourd'hui le parcours, enfin, je suis tellement reconnaissante. En fait, j'ai eu la chance de travailler dans sa maison. Donc, Waouh. grâce à Bertrand Duchaufour, en fait, il m'a fait confiance et il m'a ouvert les portes. Et je me suis, parce que donc je travaillais tout le temps chez Sephora, je faisais ça. Et je me retrouve dans son labo où je lui donne un peu des nouvelles d'où j'en suis. Et il me dit, bah là, t'as fini ton école de commerce, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, bah je vais continuer, je prévois de retourner continuer les formations. Maintenant, c'est moi qui forme les équipes, donc je vais continuer en attendant l'école. Et il m'a dit, mais tu veux pas aller à Grasse avant? Je dis, bah avec plaisir. Il dit, bah moi je passe un appel à mon laboratoire de production. Est-ce que tu veux y aller? Je dis, oui. Et c'était la maison Ronitska. Donc moi, c'était un de mes rôles modèles. Donc sur le côté parfumeur indépendant, qui a tracé pour moi une ligne, c'est-à-dire que lui, il est parfumeur et il a son propre laboratoire de fabrication de parfums. Et du coup, tu as pu le rencontrer à cette occasion? Non, il était décédé. Mais Oups. Pardon, mais j'ai rencontré. C'est vrai que c'est moins pratique. Mais c'était la maison qu'il avait construite et son fils était là et Il y avait quand même quelqu'un avec qui échanger sur oui. sur- Et en fait, moi, j'ai été formée notamment par Myriam Compiani, qui était la laborantine d'Edmond Ronitska. Et à la fin de sa vie, c'est elle qui écrivait les formules dictées par le maître. Donc, Waouh. elle était, voilà. Alors du coup, si je récapitule un peu tout le contenu de nos échanges, ce qui est beau, c'est que finalement, au début, tes parents ne t'ont pas prise vraiment au sérieux et ne t'ont pas forcément encouragée dans la voie que tu souhaitais. Mais quand ils ont compris que voilà, c'était quelque chose de super important, ils t'ont aidé en essayant d'activer leur réseau. Et toi, de ton côté aussi, tu n'as pas chômé en travaillant, en développant quand même ton nez, etc. Donc c'est vrai que après, tu as commencé à travailler pour des grandes maisons de parfums. Donc j'ai lu un peu voilà ton parcours. Aujourd'hui, tu préfères, tu dirais être à ton compte ou travailler au compte d'une marque? Bah, en fait, je fais un peu les deux puisque je suis à mon compte. Donc, je suis assez libre dans mes choix, mais j'adore me fondre pour travailler un parfum qui sera l'ADN de la marque. Ça, c'est
Puis j'aime énormément la relation et avec les marques parce qu'il y a un univers artistique qui est tellement riche et donc c'est à chaque fois des nouveaux intérêts, des nouvelles expériences et donc c'est un peu les deux. Je sais pas si ça répond exactement à ta question, mais les parfums, je les crée pour et j'aime me fondre en fait. J'aime un peu oublier complètement qui je suis et être finalement la petite main et le nez de la personne qui a envie de créer son parfum. Quel est ton processus créatif? Comment est-ce que tu crées de concert avec une marque un parfum? Il y a plusieurs méthodes. Moi, celle que je vais te la raconter un peu. En fait, soit la personne est vraiment passionnée de parfum. Là, je vais prendre l'exemple de Mara Lafontaine, qui est complètement férue de parfum, qui a une connaissance énorme olfactive de ce qu'est un jasmin, de ce qu'est un patchouli. Et son rêve, c'était de trouver un parfumeur qui s'efface, qui sache complètement mettre ses compétences au service de sa vision, de son regard. Et moi, ça, c'est un exercice que j'aime énormément. Cette mise au service, j'adore ça. C'est un gros travail d'empathie. Ouais. Oui, 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 oui. Et en fait, moi, j'adore l'idée de faire plaisir. Il y a un côté cadeau que j'adore. Et donc, on a travaillé comme ça. On a fait tout un process de langage olfactif pour trouver nos résonances et les traductions s'il y en avait besoin. Tu passes par l'oralité, Oui. par les mots, le vocabulaire. Et les dessins. On a beaucoup dessiné avec Mara. On a dessiné, on a échangé, on a senti énormément. Donc ça, on arrive au labo, donc on se retrouve ici à l'atelier, on sent plein de choses. L'atelier est complètement ouvert. Donc c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Quand c'est une personne aussi curieuse que Mara, elle va tout sentir, elle va découvrir, dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et en fait, tout de suite, ça crée une formule parce que on sait quels sont les ingrédients qui font mouche. Et après, c'est à moi de les mettre en résonance et d'en faire une création. Donc ça, c'est une première méthode. Autrement, c'est totalement autre chose. Une personne dit, moi, j'aime ce parfum-là, ce parfum-là, ce parfum-là. J'ai envie que ce soit cet univers. Et là, je lui, pratiquement pas besoin de voir la personne. Et là, je compose et j'envoie des essais et là, on retravaille et c'est juste un dialogue. Un dialogue avec des réponses olfactives, en fait. De création finie. Ça, c'est une autre méthode. Et la dernière, ce serait, on me raconte une histoire et j'en fais un parfum. Donc ça, c'est encore autre chose. Et tu pars d'une odeur. Comment tu tires le fil pour justement construire ce parfum? On l'entendait tout à l'heure. Avec Agathe, il y a eu une double méthode. Il y a eu elle est extrêmement passionnée de parfum. Elle connaît très bien les odeurs. On le rappelle, c'est la fondatrice de la marque Agenalogie. Oui, merci. Donc que des parfums 100% naturels qui ont une résonance et une émotion. Et il faut qu'il y ait une puissance olfactive qui vous mette dans un état d'être particulier. Et donc, il y a un écho avec des matières premières qui ont intrinsèquement, par nos cultures et la façon dont elles ont été utilisées, ces vertus-là. Donc, on travaille comme ça. Et ensuite, on raconte une histoire. Si je prends une des dernières créations qu'on a faites ensemble, il s'appelle Ancrage. Et Ancrage, c'est une histoire. C'est un désert il y a du son, il y a des couleurs, il y a une chaleur. Donc, en fait, c'est tous les sens qui sont en écho, qui sont en éveil. Et moi, mon job, c'est de remettre tous ces sens dans un parfum et que dès qu'on va le sentir, on ressente ça partout dans nos petites cellules. Waouh. Ça, c'est vraiment beau. Et comment est-ce que tu sais qu'un parfum est terminé? Alors, moi, donc là, on est plus sur le travail intérieur. Un parfum, il sera jamais terminé. De fait. Donc, il faut accepter. Enfin, moi, je pars du principe que un parfum, déjà, c'est pas moi. Donc, déjà, j'ai un détachement énorme entre qui je suis et le parfum. Et ça, pareil, Philippe Collet, le parfumeur dont je parlais tout à l'heure, mon prof. Première leçon, c'était ça. Vous n'êtes pas votre parfum. Donc, il y a donc un détachement très fort entre l'œuvre et moi. Et donc, quand je le regarde, je vois le parfum, déjà. Et ensuite, il sera forcément jamais complètement abouti. On peut
toujours l'améliorer, on peut toujours le facetter encore plus. En fait, soit je sais que c'est terminé parce que moi, je suis arrivée au bout, parce que par mes essais et par les idées cohérentes que j'avais posées sur le papier au départ, c'est vraiment le travail de départ qui fait qu'on arrive à la finalité ou non. Voilà. Et puis, je fais pas trop d'essais. C'est-à-dire que quand je vais à la balance, c'est-à-dire quand je vais vraiment peser le parfum, je suis sûre de moi déjà. Autrement, parce que j'ai un énorme respect pour les matières premières, j'utilise beaucoup de naturel. C'est le travail d'agriculteur, enfin de la terre pendant des années. Je vais pas, si j'ai trop de doutes, je n'y vais pas. Donc, en fait, tu pars à l'instinct et Oui. tu vas poser sur le papier, dire par rapport à cette histoire, par rapport à ce brief, j'imagine telle liste d'ingrédients. Du coup, toi, tu vas dans ta bibliothèque intérieure, Oui, c'est ça. tu tires les tiroirs et Oui. tu sors du coup les ingrédients Oui. d'un premier temps sur le papier, tu les Oui. écris Oui. et ensuite tu fais un premier mélange dans ton atelier pour Oui. vérifier si cette premier instinct Et cohérent. est cohérent. Ouais. Alors, il y a une étape que j'ai pas mentionnée, c'est que j'écris beaucoup. Donc, en fait, je travaille sur papier. Donc, j'ai une feuille une feuille avec voilà, la liste où est-ce que je vais inscrire mes ingrédients, mes dosages. Et au dos, j'écris. J'écris, je dessine, en fait, je mets en résonance déjà les odeurs avant Ok. avant de passer à la formule. D'ailleurs, tu me tends une perche. Donc tu me disais que voilà, finalement, tu te fais une sorte de mood board, Ouais, t'écris beaucoup. c'est ça. T'es aussi beaucoup dans l'imaginaire, quelque part aussi. Je pense, Oui. en connexion avec tes émotions, tes ressentis. Alors ça doit être assez magique. Est-ce que généralement, ton premier test est le bon ou pas? Ça va paraître un peu arrogant, mais On peut être un souvent. peu arrogant. Souvent, parce qu'en fait, je fonctionne par dynamique d'accords et je cherche le rythme global, mais je cherche aussi, c'est comme de la musique. Puis, je travaille toujours en musique. Même parfois, mes clients, les marques me donnent les musiques avec lesquelles ils pensent que devraient être attirés ou des films. J'ai une marque pour qui Léopoldine Château, qui est une marque de vêtements. J'ai composé pour elle et elle m'a fait voir plein de films Waouh. pour me mettre dans une ambiance. Et à travers ces passages, j'ai choisi quelques passages, je lui ai fait valider les passages qui m'inspiraient le plus. Et après, je suis partie en composition. C'est beau. Donc, c'est assez joli. Ça, c'était une belle expérience aussi. Tu disais que tu faisais super attention à tes ingrédients. Oui. Et effectivement, j'ai lu que tu as une démarche 100% naturelle. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les enjeux aujourd'hui qu'oppose une parfumerie éthique voilà. Alors, donc oui, moi, j'ai complètement démarré en 100% naturel. Aujourd'hui, j'ouvre ma palette. J'ouvre ma palette parce que la naturalité, mais depuis le début, je le sais, hein, elle a une limite qui est la planète, elle est finie. Et on peut pas avoir toutes les terres qu'on veut pour avoir énormément de matières premières. Il y a un prix qui est très lourd. Donc, moi, ce que j'aime et pourquoi j'ai choisi le naturel, c'est pour tout l'héritage et toute l'histoire qu'il y a autour. L'histoire de ces femmes, des hommes qui travaillent la terre au quotidien et qui en tirent le meilleur sur des plantes incroyables, des fruits sublimes. Et ça, j'aime les mettre en lumière. Donc j'ai un travail, j'ai une partie de mon métier qui est une relation au sourcing, donc à choisir les ingrédients qui est fort. Et aujourd'hui, je facette plus cette palette, donc j'ai un fort taux de naturalité toujours, et je la facette avec des ingrédients qui sont choisis, maîtrisés et qui apportent vraiment une valeur ajoutée au parfum. Donc voilà, donc c'est des enjeux de tenue. De tenue et de goût, en fait. On a un peu, malheureusement ou pas malheureusement, je sais pas, on a perdu un peu les aspérités, parce que c'est la naturalité a plus de volume, plus d'aspérité, plus de plein et de délié. Enfin,
vide. Tu veux donc dire c'est- qu'une odeur issue de et les ingrédients naturels, elle varie, c'est ça que tu veux dire? Elle Ou- varie et quand c'est comme si tu mélangeais quand tu as une senteur naturelle, donc une huile essentielle, disons, dedans tu as plein de molécules. Donc c'est comme si tu avais un univers complet. Et quand tu prends une molécule, c'est une petite planète. Donc la différence elle est colossale. Donc moi j'ai facetté énormément ma naturalité grâce à des molécules issues de la nature. Et aujourd'hui j'ouvre un peu plus vers plus de synthèse pour encore plus facetter ça et rendre lisible et être au goût du jour aussi. OK, donc c'est pour un peu plus coller finalement Ouais. à ce que demande le marché, Oui, aux tendances et en même temps pour, avoir une palette d'expression plus large finalement oui, que oui, tu fais le choix. Bon, tu as toujours, ces convictions, mais tu élargis un petit peu plus, oui. Après ça reste un énorme taux de naturalité. Déjà un parfum, peu importe le parfum fini, va être au moins 90% naturel. Et voilà, l'alcool restera biologique, le solvant reste naturel. mmh, Donc voilà, c'est quand même OK. un très Oui, fort tu taux. restes quand même avec cette démarche, Mmh. bien ancrée. Oui. Est-ce que tu as un parfum préféré? Non. Non, j'ai pas de parfum préféré. J'ai des périodes avec des parfums que je porte. Et puis, c'est des périodes de vie, oui, je dirais. Et tu portes toujours des parfums, que tu as créés toi? Non. Non, pas toujours. J'ai J'en porte forcément puisque je les essaye. Déjà au quotidien, les parfumeurs le diraient, voilà, on le dit. Au quotidien, on porte pas de parfum. Ça vient en fait, altérer un peu nos jugements, quand on vient découvrir et développer des parfums. Vu qu'on doit les essayer sur nous, on est sans parfum. Donc c'est plutôt les soirs ou les week-ends où je mets du parfum et je vais mettre mes créations pour les sentir, les évaluer ou découvrir d'autres choses et porter autre chose, d'autres marques. OK, intéressant. Est-ce qu'il y a une odeur qui t'apaise en particulier? Oui, il y en a plusieurs, des odeurs qui m'apaisent. Je dirais que moi je suis, une grande fan du bois de santal. Donc c'est une odeur un peu crémeuse comme ça, noisette qui fait un effet seconde peau et qui fait comme une aura, enfin voilà, de protection qui me fait beaucoup de bien. C'est vrai que la description des odeurs, donc moi je sais pas si, les auditeurs me découvrent aussi, mais moi j'ai travaillé chez L'Oréal avant, j'ai aussi développé des parfums et j'ai eu aussi, accès à des formations et c'est vrai que décrire les odeurs, c'est un exercice qui est vraiment pas simple. Donc bah, merci d'avoir tenté l'expérience. Est-ce que tu as une matière préférée et pourquoi? Euh, je dirais que c'est la rose. Tu peux la décrire aussi un peu? Ah ouais, avec plaisir. En Il y fait, a différents types de roses oui, aussi, oui, oui. Alors, ok, différents types d'extraction aussi, ouais. Bah, je vais prendre l'exemple d'une rose que j'aime bien travailler, qui est une rose essentielle, elle s'appelle. Bon, elle a un petit nom rigolo parce qu'en fait, c'est une distillation. C'est une troisième distillation. Donc en fait, on a passé plusieurs fois dans l'alambic le produit et ça lui permet d'avoir un côté fleur au matin avec la rosée du matin, très fraîche. La rose, c'est une senteur extrêmement complexe. On l'appelle la reine des fleurs parce que elle est aux 1000 pétales. Enfin, c'est très joli. La rose du parfumeur, c'est pas la rose du jardin. Elle est toute plate. Elle a un pistil jaune presque orangé au milieu et les pétales sont très très rouges et ils font une espèce de corolle très aplatie et courte. Et c'est une odeur mais extrêmement forte. C'est enivrant. Presque comme le géranium. C'est donc puissant comme du géranium, c'est épicé comme un clou de girofle. Donc vous voyez, c'est vraiment intense, hein, la rose. Il y a une odeur pétalée comme du velours. Il y a une odeur très fraîche qui se rappelle presque le citron. Il y a une odeur citronnée et il y a des petites notes presque proches de la verveine citronnée. Donc c'est waouh! hyper puissant. On peut la facetter et c'est un parfum en soi presque. Voilà, on dépose la rose, vous. Magique. C'est C'est fou. Canon.
Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière collaboration? Oui. Du coup. Le dernier parfum qui a vu le jour, c'est Ève de Mara Lafontaine pour la marque La Fontana, avec à la direction Mara, qui est encore une fois une passionnée de parfum, d'odeur, de senteur, qui faisait elle-même son parfum avec du jasmin, du patchouli directement sur la peau. Bon, je déconseille parce que c'est quand même puissant et faut pas être allergique. Mais c'était ça l'idée de départ et ça a été une rencontre. C'est une personne rare. Elle a un éclat intérieur qui est aussi beau que son éclat extérieur et d'une curiosité vive et un goût au rasoir, quoi. Enfin, au couteau très aiguisé, très aiguisé. Donc, j'ai beaucoup aimé ça parce que moi, ça me fait penser à l'escrime parce qu'il y a un côté très, c'est là qu'il faut que tu ailles. C'est ce point qu'il faut trouver. Et donc, il y avait un challenge fort, une envie énorme parce que on s'est retrouvés sur une passion et une vitalité commune. Et les échanges étaient hyper intéressants parce qu'on s'est retrouvés à dessiner et elle me décrivait le parfum par un dessin. Ok. Donc vous êtes connectés Ouais. et vous avez réussi à créer, à réinterpréter finalement ce gut feeling ou cette Oui. première création qu'elle a initiée sur sa peau. Ok, génial. Ben on a hâte. Tu vas nous faire sentir d'ailleurs. Ouais, avec plaisir. J'aimerais parler maintenant de sujets un petit peu plus, je dirais, développement personnel, un petit peu ce qui fait ta force ou plutôt ta fragilité. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un échec qui t'a le plus appris, qui t'a rendu le plus forte? Ça, c'est une question tellement difficile parce que je considère pas forcément l'échec. Je pense qu'on tombe et qu'on se relève, mais j'ai pas le mot échec me parle pas énormément. En revanche, j'ai eu des rencontres qui m'ont déstabilisée. J'ai été oui, il y a des moments où vraiment en train de se dire bon là, il va falloir arrêter. On t'a démotivé? C'est pas qu'on m'a démotivé, c'est que non, il y a des rencontres qui sont juste pas les bonnes et parfois on doit se dire bah non, en fait, c'est pas cette direction-là. Donc je dirais plutôt de cette résilience de changement de direction qui demande un vrai coup d'épaule et de changement. Ça c'était ça. Il y a des moments très durs qui m'ont énormément appris. L'importance enfin, moi en tout cas, ce que je retiens là des dernières difficultés, c'est mais l'importance de la relation humaine et je sais pas comment le dire, mais de former des partenariats forts sur des valeurs. Et je pense, et je rebondis un peu sur ce que disait Agathe, fondatrice d'Agenalogie tout à l'heure, sur comment faire du commerce et du business demain. Je pense qu'en fait, on devient presque meilleurs amis avec nos partenaires et nos clients. C'est même plus ces mots-là, en fait, qui viennent. Moi, je dis plus jamais fournisseur, je dis partenaire et client. J'aime pas du tout dire ce mot-là, mais amoureux du parfum. Parce qu'en fait, on se retrouve dans une verticalité et de relations et où chacun a son expertise et main dans la main, on fait maillage. Et donc tu me dis que pour toi, il n'y a pas vraiment d'échec parce qu'en fait, tu apprends de tes expériences. Mais est-ce qu'il y a eu un moment en particulier où tu aurais pu tout arrêter ou ça t'a un peu, je sais pas, stoppé dans ton élan? On entendait Camille tout à l'heure, Camille Prévost qui est mon amie, j'aime pas dire meilleure, mais c'est presque c'est comme ma sœur. Et je me retrouve à Grasse, donc avant d'entrer à l'école de Grasse des parfumeurs. Je suis pas encore sélectionnée, je suis sur liste d'attente. J'attends. Et j'ai pas de nouvelles. Voilà. Et je me dis, bon, bah, ça marchera pas. Il reste 1 mois avant le début des cours. Je me dis, c'est pas possible. J'étais dans la maison Edmond Runitska,
où j'avais eu la chance d'être en stage. Et comme j'étais sur liste d'attente, le stage avait été coupé en 2. C'est-à-dire que je devais faire 2 mois et finalement, c'était plus qu'1 mois. Et donc, il restait 1 semaine de stage. Ça s'était extrêmement bien passé, mais à la fin de cette semaine-là, j'avais plus rien. Plus rien, plus du tout d'ouverture de qu'est-ce que je vais faire. Et je me souviens, mais j'étais en désespoir. Je me suis dit, c'est fini. Et je me souviens, il était 6 heures du matin, un truc comme ça, parce que j'allais très tôt à l'usine qui ouvrait très tôt. Et j'étais vraiment en pleurs. Je me disais, mais c'est fini, en fait. Voilà, j'ai donné tout ce que j'ai pu, mais ce sera pas possible. Il reste à peine 3 semaines avant la décision et l'entrée à l'école. Je serai pas prise. Enfin, c'est juste non. Et le stage, il se termine, il n'y a pas de poste possible. Donc, j'arrive dans cet état-là en me disant, bah, je vais profiter. Il me reste 4 jours. Je vais juste profiter et c'est fini. Et ce matin-là, j'arrive, mais vraiment désespérée. Vraiment, c'était pour moi, ma vie s'arrêtait à la fin. J'avais un espèce de rideau noir devant les yeux. Et ce matin-là, je sais pas ce qui s'est passé. J'arrive dans le bureau du patron, à qui j'avais donné mon mémoire d'apprentissage, et il me dit, je reviens de Paris, j'ai montré ton mémoire, on adore. Je l'ai montré au parfumeur de chez Jean Patou. Il voudrait peut-être te prendre en stage. Il est hyper motivé. Enfin, voilà, du coup, donc je me retrouve avec presque une proposition de stage pour aller chez Jean Patou. L'heure du déjeuner arrive, j'ouvre le téléphone, je relève mes mails et j'étais reçue à l'école de Grasse. Waouh. Et je me suis retrouvée avec le choix en l'espace de quelques minutes. Waouh. Mais ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, et donc, je suis retournée voir le patron en disant, bah voilà, je fais quoi? École ou, il m'a dit non, école. Et donc, j'ai suivi ses conseils. C'est chaud. Bah, c'est vrai que il y avait tellement peu de place, peu d'élus. Ça devait être dur d'y croire, quoi, jusqu'au bout. Ça devait être stressant, effectivement. C'était quand la dernière fois où tu t'es dit, j'ai peur, mais j'y vais? Mardi dernier. J'avais un rendez-vous important à Nîmes. Et j'ai dû, voilà, je savais pas ce qui allait se passer. Et j'étais flippée, vraiment, en train de me dire, bon, est-ce que c'est un investissement qu'il faut faire? Est-ce que je fais le déplacement ou pas? Et j'ai pris mon billet, j'y suis allée quand même. Pour rencontrer un futur partenaire, du coup? Ouais. Oui, exactement. Ok. Ouais. Et dans ces moments-là, est-ce que tu as une armure? Est-ce que tu fais attention à justement comment tu peux être perçue par les autres? Comment tu puis justement la force de te dire, allez, je prends courage, j'y vais, je fonce? Alors, déjà, je médite énormément. Donc, je vais chercher du feu à l'intérieur. Et puis, je me mets en route. Il y a un moment où je coupe le mental, quoi. Et je me dis, je le sens, j'y vais. Et en termes d'armure, après, le vêtement, les bijoux, le parfum m'aident aussi à me sentir en force et en présence. À ton avis, ce serait quoi ton point fort? Ta force, selon toi? Je suis très endurante, je pense. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Ok. Est-ce que tu as déjà ressenti le syndrome de l'imposteur? Ah bah oui, énormément. Énormément. Mais Tu dirais que tu le ressens encore aujourd'hui? oui. Pas sur non, sur mon métier, pas du tout. Sur mon métier, pas du tout, parce que je me sens tellement à ma place. Parce Tu as acquis ta légitimité aujourd'hui? Ah ouais, mais je la ressens. En fait, je la ressens non pas par les retours de l'extérieur, mais par j'ai il y a un tel foisonnement au moment de la création. Ça, et puis j'ai un côté, bon, je compose et je le vois. Hein. Ça va. Non, c'est plutôt sur tout ce qui est autour parce que
j'ai un côté très artiste, donc l'organisation, c'est pas là où j'excelle. Et donc, c'est un peu tout ce qui est autour où je me dis, mais tout ce qu'il faut que je mette en place pour être en maîtrise, pour faire rayonner ce petit mon or, quoi. C'est là où j'ai beaucoup plus de mal. Plus communiquer sur ce que tu fais, c'est ça qui te met plus en difficulté. Ouais, communiquer sur ce que je fais, négocier les contrats. Il y a quand même une charge administrative qui est forte. Je suis autonome, donc j'ai toutes les difficultés d'un chef d'entreprise en étant pratiquement toute seule. C'est là où je me sens pas du tout légitime de faire tout ça. Ok. Peut-être qu'il faut juste s'entourer, Ouais. se faire conseiller, hein, finalement, sur ce genre d'endroit. Enfin, Parce que toi, tu dois l'avoir aussi. Moi, j'ai mon associé qui m'aide justement Ouais. sur ces questions plus administratives qui me dépassent totalement. Je suis plutôt, oui, je suis femme entrepreneur et designer, mais pour tout ce qui est plus négociation, j'avoue, j'ai aussi plus de mal. Je dirais une dernière question pour toi sur cette partie. J'aimerais savoir si tu as un talent caché. Qu'est-ce que je fais qui est un peu caché? Bon. Je fais des méditations guidées. Ok. Voilà. Toi, tu fais des méditations. Ouais. Ok. Ouais. J'en ai guidé plusieurs. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Ok. Donc peut-être une autre corde à ton arc, hein, qui sait. Bon, je vois pas en quoi ça serait pas incompatible. Pour toi, ça évoque quoi la confiance en soi? Le centre névralgique de l'existence. C'est de là que ça part, je pense. Mais parfois, moi, ce que j'entendais au début sur confiance en soi, je trouvais qu'il fallait que ce soit à nous de se l'accorder. Et en fait, je pense pas comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent. Et c'est de non pas avoir confiance en soi en tant que personne et son identité, mais faire confiance à ce truc à l'intérieur qui frétille et qui est comme un peu comme si on rencontrait un bébé ou un enfant et dire mais on lui fait confiance forcément. Enfin c'est tellement naïf, il n'y a pas de possibilité que ce soit autre chose que à honorer. Et je crois que moi en tout cas c'est comme ça que je l'envisage parce que je trouve que sinon on nourrit un peu plus l'ego que la confiance réelle. Et super transition, j'allais demander comment tu cultives ta confiance en toi. Alors, je dirais, c'est un travail qui a pas été simple. C'est célébrer. Et d'ailleurs, avec Agathe de la généalogie, on a ça qu'on met en place ensemble, de prendre des petits temps en train de se dire ça, on a réussi, ça, on a réussi. Et en fait, c'est mettre des petites pierres sur la route qui font que quand on se retourne, ça c'est ressources. Oui, non, j'ai fait ça quand même, je vais pouvoir y arriver. Ah, j'ai réussi ça, mais je vais pouvoir y arriver. Oui, c'est un pas plus loin, mais c'est finalement qu'un petit pas plus loin. Donc célébrer les victoires, ouais. les points d'avancement, ouais, vers un objectif. Oui. Y a ça et puis je pense que la gestion du stress est importante. Donc je reviens sur la méditation. Je médite, je le disais un petit peu, mais c'est au moins 3 fois dans la journée minimum. Ah oui, effectivement. Ouais, je médite beaucoup. Et dans la journée, je prends des moments. Et je... Tu utilises une app? Oui, j'utilise Seven Mind de Jonathan Hellman. On mettra la référence dans les notes du podcast. Parce que c'est très court et c'est très doux. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est très cadré. Donc, c'est toujours la même introduction, toujours un peu le même final. Et les valeurs qui sont transmises me parlent. Voilà. Ok, on ira découvrir. Merci pour la découverte, je connaissais pas. Un peu le mot de la fin, parce que là, on parle quand même déjà depuis
une bonne heure, Ouais. même un peu plus. J'aimerais savoir, aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté? Alors, c'est pas un accomplissement, c'est plus là d'être là, maintenant, avec toi et de te raconter tout ça. C'est, je sais pas comment l'exprimer. En fait, on prend pas souvent le temps de regarder tout le parcours. Et donc merci parce que c'est vrai que c'est tellement enrichissant parce que on oublie, on est dans le quotidien et parfois on oublie tout ce qui s'est passé avant. Et là, on vient de faire le parcours depuis que je suis enfant. Enfin, c'est pas quelque chose que je fais de manière quotidienne, n'est-ce pas? Je suis hyper fière du chemin parcouru. Tu t'es battue. Ouais, clairement. Et je me bats. Et avec avec beaucoup de joie. Et donc aujourd'hui, tu dirais que t'es alignée avec toi-même? Ouais. Oh oui. Alors, quel challenge on peut te donner pour l'année prochaine? Ça arrive bientôt, d'ailleurs. Ah ouais, non mais alors Si tu devais te mettre un objectif sur ton vision board, qu'est-ce qu'on peut y voir? perso ou pro? Bon, à toi de me dire ce que tu as envie de nous dire. Alors, il y a des choses que j'ai envie de continuer. Tu vois? J'ai envie de continuer. J'ai une relation professionnelle que je souhaite vraiment continuer. Donc ça, c'est un de mes objectifs. La réussite du partenariat avec Nîmes. Et j'ai envie de continuer à profiter autant de ma vie personnelle qu'aujourd'hui. Super. Je souhaite que du beau. On prendra rendez-vous dans 6 mois pour savoir où ça en est. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre à notre micro? Que tu aimerais découvrir un petit peu plus? Moi, il y a une personne que j'adore. Elle en est pas à son premier podcast, mais qu'est-ce que j'aime l'entendre. C'est Camille Aumont Carnel? C'est Ouais. clair. J'ai déjà eu la chance de la rencontrer, c'est une femme épatante. Donc Camille, si tu écoutes cet épisode, tu es bien sûr la bienvenue au micro de Point Fort. Éléonore, un grand merci pour toutes tes confidences, pour nous avoir raconté ton fabuleux parcours. Je pense que ça va être super inspirant, ta résilience, ta passion, et il y a beaucoup d'apprentissage à tirer de notre échange. Donc merci infiniment et je te souhaite déjà de belles fêtes vu qu'on est fin décembre. Moi aussi. Et Merci. puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Margot. Merci d'être arrivé au bout de ma conversation avec Éléonore. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a montré tout ce qu'il est possible de réaliser en se faisant confiance. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à nous laisser une note de 5 étoiles. Tu peux aussi nous dire ce que tu en as pensé en le repartageant sur Instagram, sans oublier de nous taguer @ocan_studio. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode de Point Fort.